Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, justice, enfance. Aujourd'hui en direct des studios de Coulommiers-Chamiers avec Jennifer Martin. Jennifer, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Enfin, la première petite flambée de l'année, on a lancé le chauffage cette semaine, ça y est, c'est parti. C'est la fin de l'été indien, c'est bien dommage. Alors, Jennifer Martin, qui est aujourd'hui psychothérapeute, me semble-t-il, sur Périgueux. Nous allons parler tout à l'heure des écrans, de la place des écrans. Nous allons parler des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux. Et puis en même temps, on va en profiter pour dire bonjour à deux invités spéciaux. Deux petits schtroumpfs, là. Il y a Robin et Elliot dans le studio. Les enfants, ça va ? Oui. Ouais, c'est bon. C'est bien le studio ? Oui, grave. Vous en aviez déjà vu avant ? Non, jamais. Non, jamais. Bon, ben voilà, c'est un petit direct, on vous entend. Et dites bonjour à vos amis. Bonjour mes amis. Bonjour les amis. Voilà. Ouais. Bon. Jennifer, on va revenir aux choses un petit peu sérieuses. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, qui vous êtes ? Comment vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui ? Qui est Jennifer Martin ? Dites-nous. Alors, vaste question, avec toute humilité, voilà. Je vous en prie. Donc, je suis psychologue clinicienne. J'ai un diplôme en psychologie clinique et psychopathologie que j'ai obtenu à Aix-en-Provence en 2003. Un DESS, c'est ça, un plus 6, c'est ça ? C'est ça, DESS, oui. DESS, du coup, et j'ai, donc une fois le diplôme en poche, je suis partie sur Paris, j'ai travaillé dans un cabinet de ressources humaines pendant 4 ans. D'accord. Où là, j'ai accompagné des personnes en transition professionnelle, que ce soit des salariés ou des demandeurs d'emploi. Et j'ai également accompagné les entreprises dans leur recrutement. Donc, c'était pas mon souhait de départ, mais c'était une expérience très intéressante qui m'a beaucoup enrichie, puisque du coup, j'ai pu développer un certain nombre de compétences en accompagnement. Et je suis revenue ensuite à mes premières amours, qui est donc la psychologie clinique et l'accompagnement au plus proche du patient dans son individualité. D'accord. Et donc, je suis arrivée en Dordogne pour intégrer le projet du montage d'une structure médico-sociale. 2014, je crois, si je C'était 2007. 2007, pardon, excusez-moi, 2007, d'accord. 2007, et je l'ai quitté en 2014. J'y suis restée 7 ans, cette année. Okay. C'était une structure qui recevait des personnes qui avaient des problématiques addictives. D'accord. Voilà. Et donc, en 2010, j'ai commencé le libéral. Et donc, libéral plus institution. Voilà, à un moment donné, je suis assez, impliquée dans mon travail. Et donc, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix parce qu'il y avait trop de demandes de chaque côté. Et surtout, la famille aussi, très important. Bien sûr, toujours très important. Donc voilà, du coup, j'ai choisi le libéral depuis 2014. Et donc, depuis, je suis exclusivement en libéral. D'accord, donc quelques dizaines d'années d'expérience, quelques centaines de personnes devant. Oui. Alors, tous ces gens qu'on voit en fac de psycho en première année faire la fête tout le temps, il y en a combien qui deviennent vraiment des comme vous ? Dites-moi. Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, je pourrais vous donner... C'est un peu dur. Hein. Je pourrais vous dire ce qu'il en était, en tout cas à mon époque, ça, parce que je m'en souviens. Bien sûr, oui. Première année de DUG, puisque c'était le DUG à l'époque, première année de DUG, on ne rentrait pas dans les amphis. Moi, je me souviens avoir fait... par terre et tout. Ouais, j'ai fait des cours par terre debout, 2 heures, cours magistraux, c'était l'horreur. On passait les vacances d'octobre, les vacances de décembre, pardon, en janvier. On avait déjà un peu plus de chances de trouver de la place. Et les semestres déjà à l'époque, donc ça écrémait un peu. Là, tout à fait. Et donc, on démarrait, je me souviens, on était plus de 1000 dans les amphis. Pour terminer, en dernière année, donc en DESS, en tout cas dans ma spécialité qui était la psychopathologie et psychologie clinique, il y avait 62 places en DESS. D'accord. Voilà. Et sur les 62 places, ils avaient tous du boulot ? Ah non, à l'époque, non. C'était très compliqué de trouver du travail. Ouais. Et c'était une fac cheveux bleus ou c'était une fac où on travaillait vraiment ?
Un peu des deux, j'ai envie de dire. Un peu des deux, vous avez envie de dire, d'accord, ok. Bon, comment on devient psychothérapeute en pathologie là? C'est quoi le moteur intérieur qui nous pousse vers ça? C'est le hasard de la vie ou c'est une volonté personnelle? Je dirais que c'est une rencontre entre plusieurs facteurs qui sont personnels, une curiosité aussi, une compréhension à beaucoup de choses que je voulais comprendre en fait. Déjà jeune, vous vouliez comprendre l'humain. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans cet humain là? Pourquoi on est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de telles différences aussi entre les humains? Pourquoi sur une même situation, un humain va répondre d'une certaine façon, un autre humain d'une autre façon? Pourquoi un va se renforcer et l'autre va complètement s'effondrer? Pourquoi on rêve? Qu'est-ce que c'est que les rêves? Voilà, moi j'ai toujours Vous avez une approche freudienne ou jungienne pour ça? Alors... Il y a deux écoles. Hein. Oui, disons que ça a démarré avec Freud et puis que voilà, aujourd'hui ça serait plus Jung, effectivement. Voilà. Quand on regarde l'étymologie du mot psychologie, hein, c'est bien ça dont on parle, hein, puisque c'est la connaissance de l'esprit, de l'âme. Hein, logia, connaissance. Connaissance, oui, tout à fait. Et je trouve que c'est très parlant. Et quand on est psychologue, on peut, en tout cas, quand on est conditionné, comme j'ai pu l'être au démarrage de mon activité, la dimension de l'âme, c'est une dimension qui n'est pas forcément mise en valeur, qui n'est pas forcément mise en avant. On va beaucoup plus travailler, en tout cas, ça a été mon cas, sur tout ce qui va être émotionnel, cognitif, comportemental. La dimension de l'âme, elle est arrivée un petit peu plus tard dans mon parcours. Avec la maturité, peut-être certainement. Oui, aussi. Et vous n'êtes pas allé au départ initialement vers là parce que vous aviez déjà, vous, un souci à régler. Vous étiez allé par curiosité et par passion personnelle. Parce que parfois, ça peut arriver. On trouve des psychologues qui ont eu qui sont issus de familles dysfonctionnelles et puis qui vont faire de la psychologie, peut-être pour faire de l'autothérapie. Et on les retrouve après, parfois, ici ou là, alors que... je ferai aucun commentaire. Mais bon. Donc, et vous? Est-ce que vous êtes en train de me demander si j'ai une famille dysfonctionnelle? Non, je suis en train de vous demander si vous êtes allé pour des bonnes raisons. Alors, au vu de ma façon de vivre mon métier aujourd'hui, je vous dirais un grand oui, bien sûr, parce que je fais mon métier avec le cœur, en fait. Oui, vous avez une famille. J'ai une famille, Vous avez 2 adorables petits-enfants. 3. Le 3e n'est pas là, il est chez les copains ce soir. Parce qu'il est plus grand peut-être, c'est ça? Oui. D'accord. Okay. Le papa est encore avec vous? Le papa, il est dans sa maison. Voilà, on est séparés en instance de divorce. Mais donc voilà. d'accord. Donc en plus, c'est tout récent. Ouais. Okay. Il viendra me voir parce qu'il veut des conseils pour savoir comment il faut faire. Justement, c'est pour ça que c'est quelque chose que je vous disais en coulisses, là, vouloir aborder la question de la place, de l'homme, du père, du masculin, d'une manière générale dans notre société aujourd'hui. Elle est aussi dure à porter que la place du féminin aujourd'hui. Tout à fait. C'est que tu ne devras pas faire de concours, hein, on va dire, les 2 postures sont extrêmement attaquées. Tout à fait. Elles sont très dures à tenir. Oui, c'est très, très juste. Je vois les choses comme ça aussi. Ok, écoutez, c'est très bien. Bon, on continue juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, Jennifer Martin m'avait dit que en consultation, beaucoup de gens venaient vous voir et parlaient des écrans. Alors les écrans, c'est les tablettes, les téléphones et autres, il y a une incidence sur l'enfance. Ouais. On a fait une émission dédiée il y a quelques mois par rapport à ça. Moi je sais qu'à l'époque, quand les tablettes sont arrivées, j'avais une enfant en bas âge, on s'est tous dit la technologie c'est bien, on l'a tous mis dessus, on s'est rué pour mettre les enfants sur la tablette, parce qu'on s'est dit que, par exemple, moi j'ai eu la chance d'aller sur l'ordinateur très tôt, donc je suis devenu très bon dans mon métier très tôt, donc on s'est dit on va leur donner la technologie. Et puis après on avait arrivé des choses qui nous ont dit non, il faut que l'esprit se développe en 3 dimensions et non pas en 2. Il ne faut pas qu'il soit fixé sur un truc. Il faut qu'il vive dans l'environnement. La lumière bleue, ça les agresse et tout. Donc ça a beaucoup évolué et autres. Aujourd'hui, quel est le discours que vous tenez? Qu'est-ce que vous pensez de ces tablettes, de ces choses qu'on donne aux enfants? Alors, j'ai donné mon point de vue personnel. Je ne prétends absolument pas détenir une quelconque vérité. Ce que j'observe, beaucoup, c'est que les parents sont démunis. J'ai des parents qui viennent en cabinet qui sont démunis face à ça, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quelle réponse donner.
Ils sont face à des enfants qui, du coup, sont... Qui ont des comportements de fuite, de refuge, d'absorption. Complètement, oui, d'absorption notamment, qui peuvent parfois conduire jusqu'à des déscolarisations totales. Hein. Voilà, j'ai des situations comme ça dans mon cabinet. Minecraft, ça a fait des dégâts phénoménaux. Hein. Des jeux comme ça, ils n'allaient plus en cours. Hein. Oui, c'est ça. Et j'ai vu aussi, puisque bon, je suis formée en thérapie cognitivo-comportementale, donc ce sont des choses qu'on regarde aussi beaucoup sur... L'addiction. Alors, il y a l'addiction, on va y revenir, mais c'est de regarder en fait les facteurs qui maintiennent un comportement. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive avec un symptôme, on va regarder du coup comment ce symptôme s'est créé, puisque ça peut être un comportement problème peut avoir été appris. Donc on va regarder quels sont les facteurs qui jouent dans cet apprentissage pour pouvoir travailler sur un déconditionnement. Mais surtout, on va regarder qu'est-ce qui maintient aussi le comportement, qu'est-ce qui fait qu'on va continuer, par exemple, à ne plus aller à l'école. Et ce que j'ai pu repérer assez souvent dans ces enquêtes, en fait, puisqu'on enquête un petit peu, c'est que les écrans, ils sont pour beaucoup, notamment les consoles, après, je ne veux pas diaboliser, attention, hein, parce qu'il y a des choses intéressantes avec les écrans. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre du côté sombre, mais je crois que c'est surtout ce dont ont besoin les parents, c'est vraiment de guidance, en fait, par rapport à ça. Parce que nos générations, nous, on n'est pas nés avec ça, hein, nos ordinateurs. Moi, j'avais droit à 1 heure de télé par jour. Les premières consoles qui arrivaient, et malheureusement, les jeux, il fallait les recommencer au départ à chaque fois. Mais on avait droit qu'à un certain temps. Donc à chaque fois, on les recommençait, ou alors on trichait quand ils ne regardaient pas pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais on était bridés par rapport à ça. La tablette, c'est open bar, la tablette aujourd'hui. Si on les laisse faire, c'est le jour, la nuit, ils ne dorment plus, ils y vont tout le temps. C'est ça, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et ce qu'on remarque, il y a des études, alors je ne pourrais pas vous les citer là, hein, mais des études qui ont montré sur des très jeunes enfants, en fait, l'impact que ça a sur le développement d'un point de vue cognitif. Ça, c'est intéressant, allons-y. Voilà, d'un point de vue cognitif, sur un nombre d'heures de télé, par exemple, on a... Alors, la télé, ça abrutit. Mais la tablette, quand on leur met un jeu éducatif, ça rend intelligent ou ça rend idiot aussi? Alors... Non, mais... Pardon. Alors, ça va dépendre, encore une fois, de l'usage qu'on en fait, et ça va dépendre aussi si l'enfant est accompagné ou pas. C'est-à-dire que ce qui va permettre aussi à l'enfant de saisir qu'il est en train de faire un apprentissage et de vraiment ancrer cet apprentissage, c'est de pouvoir, quand on utilise la tablette comme un outil éducatif, de pouvoir accompagner l'enfant dans l'utilisation de cet outil. Ce qui est difficile, ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que c'est facile, en fait, la tablette, parce que les parents, en tout cas, je vous dis ce que je peux voir moi dans mon cabinet, hein, les parents sont parfois débordés, que ça soit par rapport au travail, aux tâches du quotidien, à tout un tas de choses, et c'est vrai que ne réfléchissent pas ou ne pensent pas forcément, alors quand je dis ne réfléchissent pas, non, ne mettent pas forcément en pensée cette histoire d'écran. Et c'est vrai que au cabinet, ce qu'on travaille ensemble, quand on peut repérer ce genre de choses, soit que c'est exprimé directement comme un problème dans la famille, ou alors lorsque c'est quelque chose que je peux repérer, on va travailler en fait à élaborer ensemble une stratégie qui puisse convenir à tout le monde et qui puisse permettre en fait aux membres de la famille de se retrouver sur d'autres activités que les écrans. Voilà. Alors, ça rejoint ce qu'on m'avait dit, hein, on avait fait une émission là-dessus. En fait, les écrans, on ne laisse pas les enfants tout seuls sur Internet. Déjà, moi, j'ai fait énormément d'émissions là-dessus. Internet est un lieu dangereux pour les enfants. On n'imagine même pas les prédateurs qu'on peut y trouver. Tout à fait. Ils ne sont pas... je veux dire, j'ai interrogé ici des gens qui vont chercher les prédateurs en se faisant passer pour des enfants, qui donnent des rendez-vous, et ils en chopent plusieurs par semaine. Donc, il faut le savoir. On crée un compte YouTube avec une photo d'enfant, même pas... une photo d'enfant. Il y en a une trentaine dans les 2 semaines qui viennent. Internet est un endroit qui est sale, par définition. Donc, on ne laisse pas, règle numéro 1, on ne laisse pas nos enfants tout seuls sur Internet. Seconde règle, on va, avec les enfants sur le net et les tablettes, passer un bon moment ensemble de découverte. Donc on va en chercher les bonnes choses, mais c'est quelque chose qu'on fait ensemble, parce que c'est nous qui, en tant qu'adultes, allons filtrer ce qui est à destination de l'enfant en fonction de ce qu'il peut recevoir. C'est bien ça ? Oui, j'irai dans ce sens-là aussi, bien sûr. Après, ça...
quand on aborde cette question, on aborde forcément aussi notre propre rapport à nous en tant qu'adultes. On est un éducant quand on est avec un enfant. Voilà. Déjà, on devient un éducant. La tablette est un outil d'instruction. Ce n'est pas que on mettait les enfants devant la télé, ce qui n'était pas forcément une très bonne chose d'ailleurs. Hein. J'ai des retours, des études qui ont été faites. Les enfants qui vont devant la télévision une demi-heure, 45 minutes avant d'aller à l'école, ils ont beaucoup moins de force, beaucoup moins d'énergie. Ça leur a absorbé l'énergie. Oui. Donc il ne faut pas mettre les enfants devant la télé bêtement. Ça ne se fait pas, quoi. Je suppose que les tablettes, c'est pareil. Voilà. Au niveau cognitif, trop de tablettes, ça fait quoi? Il y a des parties du cerveau qui sont impactées, il y a des comportements sous-jacents, Bon, j'ai pas eu le temps de trop préparer d'un point de vue vraiment théorique, mais voilà, pour pouvoir vous donner des références, parce que pour moi c'est important de pouvoir donner des références, voilà, avec des auteurs, avec des recherches. Vous m'envoyez un email, je le mettrai en commentaire de la vidéo YouTube. Hein. On pourra faire ça effectivement, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années, de toute façon, que des études sont en œuvre par rapport à ces questions-là. Et j'ai souvenir alors de ce qui avait pu être repéré sur des capacités, par exemple, à reproduire des images ou des dessins. Le dessin du bonhomme, par exemple. On avait pu, voilà, il y a des choses qui ont pu montrer qu'un enfant qui a passé plus de temps, je crois que c'était aux États-Unis que l'étude avait été faite, il me semble, un enfant qui passe plus de temps sur les écrans par rapport à un autre enfant qui aura passé moins de temps sur les écrans, on avait remarqué qu'il y avait un retard dans l'élaboration de certaines figures quand on dessine un bonhomme, par exemple. Voilà. Sur les capacités de concentration aussi. Ce sont des choses qu'on peut observer. Oui, parce que ça les fait zapper très vite et donc ils ne savent plus être focus, ils ne savent plus être concentrés sur un même point durant longtemps. Oui. C'est l'instantanéité, en fait, le fait de zapper qui fait que ça peut arriver à un syndrome après d'hyperactivité ou de défaut d'attention, non? Alors, de TDAH, un truc comme ça? Oui, du TDAH. Je lisais justement une étude là, qui est sortie qui validait le fait, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, que les écrans, en fait, l'utilisation massive, l'usage massif de l'écran majorait, en fait, la symptomatologie du TDAH. Oui, j'ai vu ça. Ce qui peut s'expliquer justement par cette instantanéité, ce fait de zapper beaucoup, donc de ne pas se concentrer longtemps sur un point. Voilà. Oui. Concernant la question des écrans aussi, j'aimerais aussi aborder l'impact que ça a sur le sommeil, des adolescents notamment. Voilà, c'est important de... La lumière bleue qui a un effet déjà qui empêche de s'endormir. Oui, qui empêche de s'endormir puisque... Mettez d'écran, des filtres lumière bleue sur vos téléphones et vos tablettes, ça coûte pas cher. Oui, et puis il existe même des téléphones en fait qui peuvent passer, en fonction du menu qu'on a dans son téléphone, on peut demander au téléphone de passer en usage nocturne, donc permettant justement que les lumières bleues n'apparaissent plus. Limiter l'agression. Ouais. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est important à savoir, et ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'entre le moment où on va éteindre notre écran et le moment où concrètement les choses commencent à se passer dans le cerveau, il y a un certain laps de temps pour pouvoir s'endormir. Le sommeil, l'état de sommeil est un état dans lequel l'humain a besoin de se sentir en sécurité. Donc, ce qui va pouvoir favoriser cette sécurité, c'est... On ne joue pas aux morts vivants, vous en allez dormir, les enfants. Par exemple. Voilà, oui, tout à fait. Ça peut effectivement être ça, mais ce qui va favoriser le sommeil, c'est d'avoir des routines qui soient bonnes pour le cerveau, pour justement commencer à le mettre en sommeil, pour reposer le corps, etc. On le voit par exemple. Tous dit ça. On le voit par exemple avec l'activité physique. Aller se faire un footing à 22h, c'est pas une bonne idée. Sauf si on a envie. C'est marrant de voir comme toutes les sciences humaines ont tendance aujourd'hui à se rassembler et à arriver au même point, quel que soit l'angle où on aborde, que ce soit ici les divers spécialistes, les neurologues et autres. L'autre émission que j'ai qui est sur le business et le management, ils m'ont tous dit, il faut des cycles répétitifs, des habitudes, des ancrages. C'est comme ça qu'on se développe et qu'on monte en puissance en fait. Bien sûr. Ils m'ont tous dit. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit dans les arts martiaux. Aussi. De toute façon, parce que prendre une habitude, en fait, on crée des circuits neuronaux. Donc, il y a un ancrage, comme vous dites, qui se fait. Il y a quelque chose qui se crée et qui devient habituel. Et donc, quand ça devient habituel, ça libère du coup une certaine énergie qu'on va pouvoir utiliser pour autre chose. C'est ce qui se passe sur par exemple, quand j'en parlais avec des collègues sur la multiplication des tâches.
quand par exemple, voilà, je pense par exemple à une personne qui à son travail se retrouve à répondre au téléphone, en même temps répondre à des mails sur les réseaux sociaux, répondre à des personnes parce qu'elle fait de l'accueil. Elle passe toute la journée d'une tâche à l'autre et ça crée une fatigabilité cognitive qui est énorme. C'est un muscle, hein, donc ça fatigue aussi, bien sûr. Voilà, alors que savoir que par exemple pendant 2 heures on va effectuer à peu près la même tâche, 2 heures autres, on va effectuer à peu près la même tâche, ou en tout cas essayer d'organiser les choses de cette façon-là, du mieux possible. Attention, enfin, je ne vis pas dans le monde des bisounours, nous sommes bien d'accord. Bien sûr, ouais. Mais d'un point de vue cognitif, c'est important de savoir qu'on fonctionne comme ça et que ça va fait. pouvoir limiter une certaine fatigabilité. Et moi, ce que je vois aussi dans mon cabinet, ce sont des patients qui sont des personnes qui sont extrêmement fatiguées cognitivement, c'est-à-dire qui me disent j'ai des soucis de mémoire, j'ai des soucis de concentration, j'arrive plus parce qu'il y a trop ce zapping. Quand on scrolle comme ça sur les écrans, il se passe la même chose en fait dans notre cerveau. Oui. Voilà. On est plusieurs à s'être dit à une époque, j'arrivais à lire tant de livres par semaine, où j'avais un fond de lecture. Moi j'aime beaucoup lire, et j'ai des amis qui aiment beaucoup lire aussi. Et le fait toujours d'être submergé de news par télégramme, clac, 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 et bien en fait nos livres, on met plus de temps à les lire qu'avant. Beaucoup plus. Et c'est pas parce qu'on vieillit, je pense. C'est peut-être aussi parce que, alors, on a d'autres lectures, c'est-à-dire la somme de caractères, de lettres, de mots que je reçois est peut-être la même, c'est possible, hein, donc, mais en tout cas, et puis en tout cas, j'ai plus de mal à passer 1 heure, 1 heure et demie sur un bouquin qui a 10 ou 15 ans. Ça, c'est incontestable, ça. Oui. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, on va aller dans un sous-ensemble des tablettes et autres et des écrans, là, ce sont les réseaux sociaux. Et là aussi, il y a plein de choses à dire, parce que qui dit réseaux sociaux dit interaction. Mélangé au phénomène d'addiction et puis aux enfants ou aux ados qui vont s'immerger dans ces choses-là et autres, avec leur hypersensibilité, on peut aussi voir beaucoup de... il y a peut-être parfois, il se passe des petites choses. Hein. Vous êtes confrontés à ça, vous aussi? Des petites et des malheureusement grandes, pas dans le bon sens. Oui. Voilà. Oui, sur l'impact des réseaux sociaux, alors je le vois, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que je peux en dire de l'observation que j'ai pu en faire dans ma passion. Des gens qui viennent vous voir, est-ce que vous avez à dire et à faire? Ah oui, alors beaucoup d'illusions en fait. On est face à beaucoup d'illusions, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se comparent à ce qu'elles voient sur les réseaux. Ce sont des mots que j'entends souvent. Hein. Oui, mais elle arrive à faire ci, elle arrive à faire ça. Comment font les gens? Voilà, même quand on s'inscrit parfois dans des groupes, je pense à une maman, des jeunes mamans qui échangeaient comme ça, qu'elles faisaient leur purée nature, bio, qu'elles arrivaient à faire tout un tas de choses en ayant un nourrisson. Et cette jeune maman qui venait me voir, qui me disait, mais moi je comprends pas comment elles font. Oui, alors elle comparait des choses qui n'étaient pas comparables, parce que je disais, mais est-ce que vous savez si ces femmes travaillent? Parce que bon, quand on s'occupe d'un bébé et qu'on ne travaille pas... Il y a ceux qui se mettent en valeur en prenant une photo et ceux qui se comparent en se disant qu'ils voudraient bien être la photo tout le temps. C'est ça. Tout à fait. Et c'est une illusion. C'est une illusion et ce sont des croyances. Totalement artificielles. Hein. Complètement. Et ça va être la même chose avec le nombre d'amis qu'on peut avoir, le nombre de likes qu'on peut avoir, le nombre de... Il y a cet effet de comparaison qui nourrit un ego, dans certaines situations, qui du coup peut être vraiment très difficile pour certaines personnes. Parce qu'elles vont utiliser ça comme repère de leur valeur. Et c'est dangereux. Le jugement des autres, Oui. L'acceptation du groupe, en fait, le sentiment d'acceptation du groupe qui va être transmis par le nombre de petits plus ou de machins qu'on va recevoir ici, alors qu'en fait, chacun est dans une position artificielle. Là, ils sont sur leur lit, ils appuient sur des boutons, etc. C'est pas la vie réelle. Et qui peut pousser parfois à des comportements parfois un petit peu désastreux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève des réseaux sociaux? On leur en prive? Ou on refait comme nos grands-parents? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, encore une fois, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est... Est-ce que Robin ou Elliot a un avis sur la question là, par rapport aux réseaux sociaux? Il faut les enlever? Il faut les interdire? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Il faut continuer. Moi, je pense qu'il faudrait limiter. Ah. Enfin... La maturité arrive, là, hein, un petit peu. Là. Comment dire? En fait, c'est qu'on pourrait avoir des temps limités pour parler à ses amis. Tout seul ou avec maman? Tout seul.
tout seul. Bah, ça dépend. Toi, tu crois que tu es prêt à aller tout seul, toi, comme ça, sur les réseaux Je parle à maman. Après, ça dépend les réseaux. Ah. Et si on te dit que c'est un réseau que pour les enfants, t'as envie d'y aller? Bah oui. Oui. C'est dans mon enfant, oui. D'accord. Bon, mais c'est déjà un bon début. Alors, c'est un des souhaits en fait que j'ai là, puisque je suis installée sur Périgueux. Du coup, je viens d'ouvrir mon propre cabinet là, le mois de mai. C'est un espace que j'ai appelé l'espace Rainbow. Rainbow parce que... Arc-en-ciel? Oui, l'arc-en-ciel, parce qu'après la pluie vient l'arc-en-ciel, toujours. Ouais, toujours, ouais. Et que, voilà, après toutes les tempêtes qu'on peut rencontrer, et toutes les difficultés qu'on peut... les nuages gris, noirs, les tempêtes... Voilà, le soleil brille toujours en fait derrière, et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir. Et cet espace, c'est un espace aussi où j'ai envie de créer des ateliers, des espaces de rencontres, des lieux d'échange, un lieu d'échange, et notamment sur la question de ces écrans. Voilà, j'ai pour projet de monter des ateliers sur justement sur ça. Et moi, où j'en suis avec mon téléphone, et moi, où j'en suis avec ça, et qu'est-ce que ça vient... Voilà, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Est-ce que ça me va? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça crée... Vraiment, est-ce que ça concerne ma valeur en tant qu'humain ou pas? Et du coup, pouvoir construire aussi ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, on peut réfléchir ensemble à qu'est-ce qui... Voilà, est-ce que ça me convient, la place que je donne à cet écran? Je vais être totalement transparente avec vous. Hier, je suis allée à un atelier de 45 minutes, justement sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer en tant qu'entreprise, parce que moi, je suis un peu nulle en communication, c'est pas du tout mon truc. Et les réseaux sociaux, encore moins. Bon. J'ai écrit un bouquin sur le sujet, si vous voulez. D'accord, vous me le donnerez, ça c'est parfait. et en fait, donc la personne qui nous a fait cet atelier nous disait, vous pouvez regarder sur votre téléphone votre temps d'utilisation. Puisque effectivement, on a sur nos téléphones bien-être, je sais plus comment on appelle ça. Une application pour ça. Oui. Voilà, et on peut voir le temps qu'on passe sur les écrans et dans quelle application en fait, si c'est les réseaux, etc. Et c'est incroyable le temps qu'on passe. Moi, j'étais très surprise de voir. Alors, parce qu'on fait tout sur notre téléphone aujourd'hui. Voilà. Ouais. La moyenne, c'est, là, je crois des études que j'ai pu voir, on a à peu près minimum, on a 32 heures, les Français, 32 heures d'écran par semaine. Français moyen. Télévision inclus? Oui, tout écran. Voilà. On a 5 heures, du coup. Ça va pas s'arranger. Alors, avec l'arrivée du métavers, des casques de réalité virtuelle, les outils qui commencent à arriver sur le marché de développement des sensations en liaison par rapport à ça. Je vous dis, c'est mon job, je travaille dans l'IA un peu ou tout. Ça ne va pas s'arranger. Il va falloir arriver à se l'approprier de manière saine, mais on va devoir vivre avec. Oui, justement. Alors, toute l'idée, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on arrête tout? De toute manière... Est-ce qu'on refuse le progrès? Non. C'est ça. On domestique le progrès. C'est ça. On l'apprivoise. On essaye. On essaye. Dites-moi, Jennifer Martin, je crois qu'en plus de ça, vous avez des activités bénévoles. Oui, je suis secrétaire de l'Association française de thérapie cognitivo-comportementale du Périgord-Limousin, qui est une association qui existe depuis 2007, qui promeut les thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles, troisième vague aussi, donc thérapie acte notamment, MDR et autres, thérapie fondée sur la compassion aussi, à laquelle je suis formée. Et donc, nous sommes un groupe de psychologues et psychiatres qui se réunissent régulièrement, qui font des interventions et qui informent aussi le public sur ces questions-là. D'accord, vous êtes nombreux? Alors, on est, je crois, 13. On recrute des membres constamment. C'est un départ déjà. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés, surtout n'hésitez pas. Ça, c'est la question d'après. Jennifer Martin, comment on vous trouve? Alors... Justement, mon atelier d'hier me disait il faut faire quelque chose avec votre fiche Google. Là, ça va pas du tout. Alors, il y a effectivement la fiche Google, il faut faire un LinkedIn, il faut faire une page Facebook. C'est ça. Je vais m'y mettre. Je vais apprivoiser. Éventuellement, une petite page web avec surtout un format de contact et une adresse. Oui. Alors là, je suis donc Jennifer Martin, psychologue. Vous me trouvez au 33 boulevard Georges Saumande à Périgueux. Voilà. D'accord. Bon, les petits, c'était bien cette émission? Super. Super. Ouais, c'est bien. Alors, ça ressemble à quoi un studio? C'est assez grand. C'est grand, les micros. Ok. Est-ce que vous pouvez dire au revoir tout le monde à la semaine prochaine?
Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir Jennifer Martin. Au revoir Stéphane, merci beaucoup. Au revoir. Famille, justice, enfance.